Dans la première partie, rédigée entre 1942 et 1950, nous exposons l'essentiel de la phénoménologie d'un point de vue purement historique et dans les perspectives même de la pensée de Husserl. Et la condamnation à laquelle nous aboutissons ne fait que constater les contradictions internes de l'œuvre husserlienne elle-même. En revanche, la seconde partie, achevée en 1951, se place entièrement sur le plan du matérialisme dialectique. Nous y reprenons, il est vrai, certains résultats techniques des analyses vécues, mais seulement à titre de pures données positives, complètement libérées de l'horizon philosophique qui dominait la pratique descriptive chez Husserl. Cependant, il ne s'agit en aucune façon d'une simple juxtaposition de deux points de vue contradictoires. Le marxisme s'est imposé à nous comme la seule solution concevable des problèmes posés par la phénoménologie elle-même. Dans l'exposé de la pensée husserlienne, notre tâche était relativement aisée tant qu'il ne s'agissait que de la théorie de l'analyse phénoménologique sous les trois aspects apparus successivement dans son évolution: description des essences, explicitation statique du vécu, explicitation génétique. Les concepts en étaient assez simples et du reste amplement développés dans les œuvres publiées. Mais la théorie n'est évidemment rien sans la pratique, et nous avons cru longtemps nécessaire d'envelopper dans l'exposé même de la méthode les résultats effectifs auxquels elle avait abouti et dont l'essentiel est resté inédit. Alors, il y a une note de bas de page. La publication des manuscrits est préparée aux archives Husserl à Louvain, sous la direction du professeur H.L. van Breda. C'est un endroit où Traductor apparemment a été assez souvent, justement pour compulser ces inédits, ces manuscrits inédits. C'est ici que nous avons rencontré des difficultés extraordinaires qui ont motivé le long retard apporté à l'achèvement de ce travail, du livre en question, de notre livre, et ont radicalement renversé l'orientation. L'examen des inédits démontrait en effet que les analyses concrètes prenaient en fait une direction incompatible avec les principes théoriques à l'intérieur desquels elles s'étaient élaborées. Dès le début de nos recherches sur Husserl, dans un travail rédigé en 1942, et dont nous ne donnons ici que le premier chapitre, nous avions deviné la contradiction à travers certains développements énigmatiques des ouvrages publiés. Mais nous pensions pouvoir la résoudre par un simple élargissement de perspective, qui resterait fidèle à l'essentiel de l'inspiration phénoménologique. Devant les descriptions effectives qui abondent dans les manuscrits, il nous a fallu, après de longues hésitations, renoncer à tout espoir de concilier le concept de la phénoménologie avec son résultat effectivement réel. Il n'était plus question, dès lors, de rester dans les limites d'une étude historique, fût-ce avec toutes les libertés qui, en matière d'histoire de la philosophie, sont permises à l'interprète. La seule énumération des analyses concrètes que nous donnons dans le dernier chapitre de la première partie entraînait une rupture totale et définitive avec les principes fondamentaux de la doctrine. On savait, dès les recherches logiques 1900-1901, que toute prédication présuppose une perception antéprédicative, non simplement comme antécédent de fait, mais comme condition de vérité. Les idées, 1913, ajoutent que la réalité sensible ainsi perçue est la couche originelle sur laquelle se constituent les valeurs et les fins, et par là même toutes les formations culturelles de l'esprit objectif, entre guillemets. Les derniers ouvrages systématisent ce point de vue en présentant le monde de la vie, Lebenswelt, comme l'origine et le fondement de toute signification intelligible. Ce à quoi il faut constamment revenir comme à la source vivante de toute vérité. Or, le monde se révèle comme le milieu de l'histoire humaine. La méthode génétique indiquée
Dans la logique formelle et transcendantale 1929 et les méditations cartésiennes rédigées la même année se développent dans la crise des sciences européennes en 1936 et le manuscrit sur l'origine de la géométrie publié en 1939, sous la forme d'une analyse historico-intentionnelle où l'universel se constitue dans le mouvement réel du temps. Dès lors, l'idéalisme phénoménologique se trouve dépassé par la pratique de l'analyse vécue. La genèse du monde dans la conscience absolue se confond avec le devenir effectif de l'histoire réelle et la doctrine de l'ego transcendantal n'apparaît plus comme une clause de style qui cache sous le vocabulaire philosophique la valeur créatrice du travail humain. Si évident que nous aient paru ces conséquences dès notre étude de 1942, nous ne pouvions cependant oublier le thème phénoménologique fondamental de la critique du psychologisme. À moins de retomber dans les contradictions du relativisme sceptique, il fallait apparemment interpréter l'historicité de l'ego comme actualité de l'éternel. Et la notion d'une genèse constituante ne semblait pouvoir s'accepter que sous l'égide d'une essence, elle-même intemporelle, de la temporalité. L'étude des inédits permet d'enlever toute illusion à cet égard. La Weltkonstitution s'y révèle comme reposant tout entière sur les données sensorielles, kinestèse et configuration sensible, telles qu'elles se constituent à un niveau proprement animal. Les descriptions du monde primordial s'étendent avec une complaisance si visible sur les coordinations sensorimotrices élémentaires qu'il ne peut faire aucun doute que le sujet transcendantal thématisé par la phénoménologie ne doivent s'identifier en toute rigueur avec l'homme en chair et en os se développant dans le monde réel. Il convient dès lors de prendre au sérieux l'importance exceptionnelle que Husserl a constamment accordée à la phénoménologie de la chose. Ding. Les communautés intersubjectives et les entités spirituelles qui s'y constituent se fondent en définitive sur les réalités psychiques naturelles qui à leur tour sont fondées sur les réalités physiques. Finalement, à la base de toutes les autres réalités, on trouve la réalité naturelle. Alors ça, c'est Husserl qui parle. Finalement, ouvrez les guillemets, finalement, à la base de toutes les autres réalités, on trouve la réalité naturelle et ainsi la phénoménologie de la nature matérielle occupe indubitablement une position privilégiée, fermez les guillemets. Si l'on se rappelle que les réalités psychiques antérieures à la prédication correspondent à l'expérience de la vie animale, on voit que la constitution transcendantale, comme le démontre du reste la disposition même des analyses constitutives dans le manuscrit des IDN 2, ne fait que reprendre sur le plan abstrait du vécu le devenir réel de la matière à la vie et de la vie à l'esprit, entendu comme existence sociale. Il est vrai qu'à chaque étape surgit une structure originale. À les considérer sans préjugés, ces unités fondées, si on les ramène par la phénoménologie à leur source, alors ça c'est Husserl qui parle, alors ouvrez les guillemets, à les considérer sans préjugés, ces unités fondées, si on les ramène par la phénoménologie à leur source, sont précisément fondées et d'un type nouveau. L'élément nouveau qui se constitue avec elles ne peut jamais, comme l'enseigne l'intuition des essences, se réduire à de simples sommes d'autres réalités, fermez les guillemets. Mais le rapport phénoménologique de fondation implique précisément l'intelligibilité du passage du niveau fondant au niveau fondé. Il ne s'agit pas d'une réduction du supérieur à l'inférieur, mais d'un mouvement dialectique où les relations qui se développent à l'intérieur d'une forme donnée motivent
de manière nécessaire la constitution d'une forme radicalement nouvelle. Dès lors, la matérialité n'est pas un simple substrat, indifférent aux significations qu'il porte. Elle définit la couche originaire dont le mouvement engendre les modes plus élevés de l'être, dans la spécificité de leur sens, l'infrastructure réelle qui fonde les superstructures idéales dans leur surgissement historique et dans leur valeur de vérité. Alors, ainsi, les analyses phénoménologiques concrètes ne peuvent prendre tout leur sens et se développer pleinement que dans l'horizon du matérialisme dialectique. Il va de soi que nous sommes obligés, dans ces conditions, de rejeter non seulement la totalité de la doctrine husserlienne, mais la méthode elle-même, dans la mesure où elle s'est sclérosée en des formules abstraites. Du reste, le concept de transcendantal était superfétatoire dès l'origine, puisqu'il maintient une stricte identité de contenu entre la conscience pure et la conscience naturelle. Quoi qu'il en soit, la théorie n'a de sens que par la pratique, et ce sont les exigences pratiques du travail de description qui obligent à renverser la théorie de l'idéalisme transcendantal. Quelle apparence de raison y aurait-il à s'obstiner à limiter au pur vécu l'étude des kinestèses et configurations sensibles, alors qu'il s'agit manifestement des formations sensorimotrices élémentaires, recouvertes chez l'adulte humain par un énorme acquis culturel et que l'on ne retrouve à l'état pur que chez l'animal ou le nourrisson. De même, les analyses historico-intentionnelles de la dernière période, si riches de suggestions, sont extraordinairement décevantes par leur caractère sporadique et leur manque de contenu réel. Or, il ne s'agit certainement pas de faiblesse d'ordre personnel, vu la maîtrise inégalée de Husserl dans la matière. Mais l'horizon même de la phénoménologie détourne le regard du phénoménologue des données réelles qui définissent pourtant le contenu véritable de sa réflexion. Plus précisément, elles ne lui apparaissent que sous leur aspect négatif, en tant qu'elles se suppriment dans leur signification. Or, le mouvement effectif de la description renvoie inéluctablement à cette réalité matérielle qui s'y révèle constamment, comme la couche ultime des formations constituées. Nous nous trouvons ainsi devant la contradiction intolérable qui nous oblige à passer au point de vue de l'objectivité, en nous libérant des concepts théoriques de la phénoménologie au nom des nécessités techniques de la pratique descriptive. Après, c'est l'existentialisme. C'est ça. Voilà, donc on peut s'arrêter tout ça. On voit un vocabulaire qui n'est pas absent chez Kouskar, quand même, parce que malgré tout, il parle d'antéprédicatif, qu'on retrouve 50 ans après chez Kouskar. Enfin, il y a peut-être d'autres voilà, une perception antéprédicative. On présuppose une perception antéprédicative. Non simplement comme antécédent de fait, mais comme condition de vérité. Page 8, les idées ajoutent... les idées, donc en 1913, le titre de son bouquin, Husserl, ajoute que la réalité sensible ainsi perçue est la couche originelle, c'est-à-dire qu'il y aurait une couche originelle, une perception antéprédicative qui est présupposée comme, en quelque sorte, condition de vérité. Il faut savoir revenir, et à laquelle il faut constamment revenir comme à la source vivante de toute vérité. Donc,
Là, c'est la notion de pur vécu. Donc c'est ça que critique Tao, et que critiquait aussi d'ailleurs Kouska. Ouais, et donc c'est le côté transcendantal, à mon avis, quoi, c'est lié à ça, c'est-à-dire finalement quelque chose finalement, dont la genèse n'est pas expliquée, cette perception antiprédicative, cette couche originelle, en fait, sa genèse n'est pas expliquée, elle est quasi transcendantale, quoi, transcendantale. Et donc c'est à ça que l'impression, cet acte de fait. De toute façon, dans une préface, il ne peut que avoir une vue, survoler un peu ce qu'il va développer après, mais en gros, quand même, j'ai l'impression, parce qu'il parle, après il dit 3 aspects apparus successivement dans son évolution. Alors là, il faudrait lire la partie 1, justement, du livre, hein, description de son évolution, l'évolution de la pensée de Husserl, donc description des essences, explicitation statique du vécu, explicitation génétique. Mais ça, je suppose qu'il le développe après, dans la première partie du livre. Mais là, il fait quand même ressortir dans une préface un peu le but, un peu ce qui ressort le plus saillant. Et, justement, cette 3 parties, moi j'ai pas lu le bouquin. Je l'ai lu, mais il y a longtemps, et franchement, je ne suis pas un spécialiste de Husserl. Là, je ne peux pas te dire ce que c'est. Explicitation. Dans l'histoire de la pensée de Husserl, il y a une évolution. Apparemment, il y a une évolution qui tend à partir des difficultés qu'il rencontre dans le développement de sa théorie, à rechercher des explications génétiques, c'est-à-dire des explications, à introduire la notion d'une genèse des essences. Et pour comprendre ça, il faudrait savoir ce que c'est qu'une essence. Et c'est l'expression même de la contradiction interne de la pensée de Husserl. Parce qu'au début de son parcours, il recherche quelque chose qui est un absolu, qui est l'absolu, le fondement absolu de toute connaissance vraie. Et Et il arrive dans ce parcours à envisager cet absolu comme historique, c'est-à-dire pas absolu, en tout cas comme génétique. D'accord ? Voilà pourquoi il y a plusieurs phases. Il y a une évolution dans la pensée de Husserl. Donc les fondements de la phénoménologie dans la transcendance, c'est ça? Dès le début. Attention, parce que le mot de transcendance chez Husserl, il renvoie explicitement à Kant. Oui, mais c'est pas la transcendance mystique. Hein. Mystique, non, mais dans la... C'est la transcendance du jugement, c'est-à-dire l'acte cognitif
l'acte de jugement qui unit, on a vu ça chez Kluskar, sensibilité et entendement, qui provoque la réunion, qui est l'acte même de la réunion de la sensibilité et de l'entendement dans le jugement. Voilà. Donc il y a transcendance parce que l'acte cognitif n'est pas immanent à l'un ou l'autre, il est le produit d'une synthèse. Et donc il s'agit bien de cet acte de jugement là, comme donc du coup dans la phénoménologie, cet acte de jugement, il est dans, est-ce que je me trompe quand je pense ça comme un jugement dans la perception et non pas dans la... Ah non. Attends, parce que moi quand j'ai lu ça, je me suis retrouvé face, j'ai pris une brique dans la gueule qui est Husserl. Oui, voilà, donc j'ai lu il y a longtemps, mais j'ai pas compris. Husserl n'est pas un philosophe facile. Ouais. C'est vraiment un philosophe difficile, si on veut l'étudier à fond. C'est vraiment très compliqué. En plus, moi j'ai un problème personnel avec Husserl, c'est que sa lecture me fait profondément chier. Voilà, je n'arrive pas à le lire, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est comme ça, j'ai du mal. J'ai du mal à encaisser plus de 4 pages sans bailler. Voilà. Bon, ça arrive. Hein, d'autres vont avoir cette réaction avec, je sais pas, avec Comte Sponville. Moi, ça a vécu, ça de la classe. Mais c'est un philosophe essentiel de la période charnière du 19e et du 20e. Et un certain nombre de marxistes des années 50 viennent de la phénoménologie husserlienne. Ils en viennent et ils en sont plus ou moins sortis. Je dis plus ou moins. Plus ou moins parce que eux-mêmes sont souvent, je pense à De Santi, là, tu vois, Jean Toussaint De Santi, je ne sais pas si vous connaissez ce philosophe important de l'époque. Jean Toussaint De Santi, par exemple, développe une critique de Husserl qui est assez similaire à celle-là. Je n'ai pas lu, mais j'ai retrouvé des choses que j'avais lues chez Husserl, et vous avez un petit bouquin de Jean Toussaint De Santi qui est intéressant de ce point de vue-là, qui s'appelle Introduction à la phénoménologie, je crois. Un petit bouquin qui est paru chez Idée, la collection Idée, où il explique que la pensée de Husserl est un échec. Elle est aporétique, elle débouche sur rien. Mais, elle débouche sur rien. Elle débouche sur une philosophie aporétique. Elle débouche sur rien au sens où elle est aporétique, c'est-à-dire non pas au sens où elle ne vaut rien, mais au sens où l'expérience ne réussit pas. Et donc, elle ne réussit pas, comme suggère le texte, parce que il y a une contradiction à vouloir rendre compte des fondements de la connaissance d'une manière absolue, quand Husserl lui-même est amené à constater la temporalité des fondements de la connaissance et l'évolution des essences qu'il considère comme les fonctions clés de la connaissance. Il n'arrive pas à s'en sortir. Et à la fin du texte qu'on a lu, Traunductao dit, en gros, une fois qu'on a constaté cet échec, que Husserl ne constate pas, Husserl le vit dans sa chair, mais une fois qu'on a constaté cet échec, c'est toute la phénoménologie qui s'effondre, et on peut se passer de l'analyse phénoménologique. Il faut même s'en passer, parce qu'elle devient un frein à la compréhension véritable des fondements, non pas absolus, mais historiques de la connaissance, que seul le matérialisme dialectique, c'est ce qu'il dit, permet d'appréhender. Tu vois? Alors après, moi j'ai ressorti comme je me suis pris la porte Husserl dans le nez, j'ai ressorti des vieilles notes que j'avais là-dessus, parce que je me suis battu quelques années contre ce garçon.
Je peux vous en donner quelques éléments, peut-être qui éclaireront les choses, parce que, alors, simplifier Husserl, c'est le trahir, évidemment, hein. Enfin bon, excusez-moi. D'abord, ce qu'il faut peut-être bien avoir à l'esprit quand même, c'est pourquoi Husserl. Husserl apparaît à la fin du XIXe en pleine crise des sciences. Et alors, une crise interne aux sciences, hein, c'est d'abord une crise interne, c'est la remise en question des fondamentaux des savoirs hérités du XVIIIe et du XIXe, c'est la révolution physique, avec le début du XXe, les deux théories de la relativité, c'est y compris les recherches logiques qui sont développées sur la base de logique non binaire, c'est la psychanalyse, c'est le marxisme aussi, qui traite de l'histoire en renversant l'idée même d'histoire aussi. Hein. Enfin, moi, comme ça, je le vois. Donc, il y a une crise des savoirs qui est une crise féconde, mais qui plonge le monde scientifique et le monde philosophique dans des débats. On va retrouver ça, y compris le matérialisme et l'empiriocriticisme, ça fait écho à ces débats, puisqu'on va parler de choses telles que l'existence ou pas de la matière, au vu du fait que la matière ne peut s'appréhender que d'une manière phénoménale. Il n'y a pas de connaissance de la chose en soi, dit Kant. Hein. Et quelque part, voilà que la physique nous dit, mais non seulement, vous avez raison, il n'y a pas de connaissance de la chose en soi, mais voilà deux théories corpusculaires et ondulatoires de la physique qui quelque part se concurrencent, en tout cas coexistent, et rendent compte de manière radicalement différente des choses, avec chacune leur logique, leur nécessité interne, et toutes fondées sur une série d'expériences et une chaîne de praxis scientifiques. Donc ça nourrit aussi non seulement le relativisme, que Lénine reproche fondamentalement aux empiriocriticistes, mais ça nourrit aussi le nihilisme d'un Nietzsche, enfin tous les théoriciens de la critique de la technologie et de la science, les Spengler, etc., y compris Heidegger, va sur ce terrain-là. En gros, il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité. Et il n'y a même pas de vérité scientifique. Parce que la vérité n'est pas là. Ça, c'est une vérité à la limite utile pour l'opératoire, pour l'ontique, si on veut. Une vérité de l'ordre de l'ontique, comme dirait Heidegger, mais ce n'est pas la vérité avec un grand V. Husserl, c'est l'héritier du kantisme. C'est un kantien, au départ. Et comme kantien, il est rationaliste. Et il pense qu'il y a nécessité absolue, dans ce moment philosophique donné, de refonder la question de la vérité sur des bases nouvelles. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Les positivistes sont aussi les positivistes anglo-saxons, par exemple, ou viennois, même Wittgenstein, etc., s'interrogent sur cette question. Alors ça les conduit, pour Husserl, plutôt du côté rationaliste, évidemment. Chez Wittgenstein, c'est plus compliqué, parce qu'il y a aussi un Wittgenstein à tendance mystique forte. Et puis Wittgenstein reprend certaines observations de Husserl, d'ailleurs, sur l'inconnaissabilité, ou la difficulté à connaître, plus exactement, et à affirmer la vérité, y compris sur des choses qui apparaissent comme des certitudes sensibles. Sa quête, sa recherche, va porter sur les conditions, la recherche d'une nouvelle position de la question des fondements absolus de la vérité.
Alors, je relis mes petites notes de l'époque. À l'aube du 19e siècle, les sciences sont en crise. À l'aube du 20e, à la fin du 19e, au début du 20e siècle. Différents courants relativistes aboutissent au relativisme, ou au nihilisme. Différents courants, je me relis, c'est vieux, relativistes ou aboutissant au relativisme ou nihilistes éclosent en Europe, la notion de vérité semble s'évanouir sous les coups de butoir des remises en question successives des savoirs acquis dans la plupart des domaines, mathématiques, géométrie non euclidienne, physique, théorie de la relativité, double nature de la matière, psychologie, etc. Donc l'entreprise husserlienne, on peut peut-être la circonscrire en 2 ou 3, enfin en quelques points. Premier point, je l'ai dit, la part essentielle de Husserl porte sur la question de la vérité. L'épicentre, c'est ça. Vérité dans les sciences, et fondamentalement, l'objet de sa recherche, c'est vérité dans les sciences qu'il qualifie d'apodictiques, la mathématique, la physique, la logique. Apodictique, ça renvoie à la notion de nécessité interne. Elle vise à rétablir une théorie unitaire et fondamentale de la vérité, couvrant tout le spectre de la connaissance, depuis la mathématique, ou la logique, jusqu'au discours dit naturel, c'est-à-dire les jugements qu'on porte sur le quotidien, sur le monde, et qui nous permettent de vivre, et capable de rendre compte des variations entre ces différentes formes. Donc on est bien dans une entreprise à caractère rationaliste. Pour rétablir la validité même du projet rationaliste, Husserl s'inscrit dans le cadre de la tradition kantienne, c'est un kantien. Comme Kant, il cherche à définir les conditions a priori de la connaissance, c'est-à-dire ce qui précède et rend possible la prédication, c'est-à-dire l'antéprédicatif. Il est, et là c'est un mot effectivement qu'on trouve chez Kluskar. Alors, qu'on le trouve chez Kluskar, c'est une chose, mais il y aurait un travail à faire pour savoir comment Kluskar digère ces termes. Je pense que là, c'est à peu près j'étais convaincu jusqu'il y a quelque temps que Kluskar était du côté de la phénoménologie hegelienne. Et plus je lis le livre que j'ai occupé, Kluskar, et plus je retrouve en arrière-plan, en quelque sorte, des concepts de la phénoménologie husserlienne, mais je ne sais pas encore m'expliquer comment il est mais tu vas voir, j'ai repointé ça dans mon truc. Donc il s'agit pour Kluskar de mettre à jour ce qui constitue la conscience pure, le moi transcendantal. Le moi transcendantal, c'est le moi où s'opère l'acte synthétique de la connaissance. C'est pas le moi transcendantal au sens mystique. Encore que, il passerait quand même. Il peut y en avoir éventuellement. Quand on pensait l'avoir définitivement fermé en développant sa théorie des paralogismes de la raison pure, où il montre que certains jugements ne reposent pas, outrepassent le pouvoir même de la raison, mais après, on peut toujours penser qu'il y a tort. Donc il s'agit pour lui mettre à jour ce qui constitue la conscience pure, le moi transcendantal, et forme les conditions ultimes d'intelligibilité de tout ce qui peut être connu. Deuxième point, ça c'est le projet de la phénoménologie husserlienne. Pour Husserl, la phénoménologie est alors je cite, une méthode qui propose un retour aux choses mêmes, à leur signification, en s'en tenant aux mots, non aux mots, mais aux actes, où se dévoile leur présence. Fin de citation. Au cœur de ce processus, il y a le sujet, acteur de la connaissance, le moi, dont il dira quelques mots après. L'objet est construit par le sujet dans l'acte de conscience. Alors, là, on est assez proche de ce que disaient les empiriocriticistes, par exemple, sur le concept de matière dans la physique de leur temps, et que Lénine révoque radicalement. L'objet est construit par le sujet dans l'acte de conscience. Il ne s'agit pas ici du sujet psychologique, c'est pas le sujet dans sa dimension
évolutive dans sa dimension perceptive au sens cette table est couleur bois, ce stylo est gris, mais il s'agit du sujet comme fonction, du moi. Hein, mais de la subjectivité humaine dans son universalité et son caractère transcendantal. Donc, ce n'est pas le sujet psychologique. Hein, toute la critique de la psychologie par Husserl part de cette idée que c'est au moi universel et dans sa dimension transcendantale qu'il faut s'intéresser pour refonder la théorie de la vie. La conscience pure et, alors il parle d'une conscience pure, hein, ce sont ces termes, la conscience pure est la structure a priori d'un cogito pré-réflexif qui porte la visée vers l'objet. C'est-à-dire que la conscience pure, c'est pas une zone de notre cerveau, c'est pas une construction, enfin c'est pas une, comment dire, c'est pas un organe, on va dire les choses comme ça, c'est un acte. Cet acte, c'est l'acte de viser un objet. Je rappelle, c'est là aussi la raison pourquoi je disais ça tout à l'heure sur le vocabulaire clouscardien, que le cogito pré-réflexif, c'est une notion qu'on retrouve chez Kluskar via Sartre. Et c'est d'autant plus important que, quelque part, dans le texte de Trent du Tao, je me suis posé la question de savoir si Trent du Tao ne nous expliquait pas qu'en fait, il n'y avait pas de cogito pré-réflexif. Ah ben je pense que c'est ce qui... Enfin, je pense que c'est... Il critique en tout cas le fait de la perception antéprédicative dont parle mais alors, par ricochet, est-ce que l'observation qui en fait une recondition de vaut chez Kluskar, vaut pour Kluskar? Question. Je ne sais pas répondre à cette question. Que chez Kluskar... Oui, la critique par 32 Tao du cogito pré-réflexif. Oui, c'est la même. Ils font une critique de... Les deux font une critique de... Chez Kluskar, il y a un cogito pré-réflexif. Oui, tout à fait. Il y a un cogito... il y a un antéprédicatif, mais ce n'est pas un antéprédicatif à valeur transcendantale, quoi, qui vaudrait pour lui-même et qui soit la condition de vérité de toute chose, quoi. Donc c'est ça, puisqu'il introduit le fait qu'effectivement, pour lui, c'est la praxis, quoi, finalement, qui va donner sens, et non pas une espèce de truc préexistant qui préexisterait à la praxis sous la forme d'une couche originelle sur laquelle se constituent les valeurs et les fins, et par là toute formation culturelle. Donc, je te suis, mais je permets de te faire remarquer que Kluskar parle d'intentionnalité. Il retient l'idée d'intentionnalité lorsque il explique l'émergence du faire. Oui. L'émergence du faire, c'est un acte d'intentionnalité. Oui. Et donc, je trouve, mais je ne sais pas, hein, il faut que j'ai le temps de regarder un petit peu ça de près, mais moi je trouve qu'il y a quand même là-dedans, dans cette façon de poser l'intentionnalité comme originelle finalement, quelque chose qui est fortement husserlien. Je ne suis pas sûr qu'il la pose comme ça, comme quelque chose d'original. Je pense qu'au contraire, il a déduit, si tu veux, il montre, je me souviens plus trop les passages, mais la construction de cette intentionnalité. Elle se fait pas, elle n'est pas, elle non plus, elle n'arrive pas comme ça de manière subite. Elle est une construction par la logique, quoi, finalement,
c'est beaucoup moins. Bah là, pour le coup, si tu fais intervenir l'intentionnalité comme ça, il y a un côté transcendant, quoi. Donc tu as un truc qui s'appelle l'intentionnalité qui tombe comme ça sur le. Mais pour Kluskar, j'ai l'impression de me souvenir que c'était beaucoup plus une genèse, si tu veux, de l'intentionnalité avec les briques de base, hein, de l'être finalement, dans lequel alors je ne me rappelle plus trop comment c'est, mais enfin, globalement c'est comme ça. Je pense pas je pense que chez Kluskar, il ne fait rien d'intervenir comme ça, comme quelque chose qui viendrait transcender tout d'un coup son analyse et qui serait imposé comme de l'extérieur. Alors, je n'ai pas lu le passage où Kluskar amène cette question d'intentionnalité, mais quand je les avais lus avec vous, ça m'était apparu, je m'étais dit, mais pourquoi l'intentionnalité là? C'est quoi l'intentionnalité? Pourquoi il parle? Parce qu'on est avant même la recherche de la survie, on est à l'origine même de la rupture avec l'être, hein, la sortie de l'être. D'où elle vient, d'où elle vient. Voilà. Donc ça c'est une question qui est importante pour comprendre Kluskar. Hein. Mais peut-être que je me trompe complètement, je ne sais pas, j'ai pas eu le temps de regarder ça. Je vais essayer de le faire pour notre... Comme quoi, il faut lire Kluskar au moins 2 fois. Vous faites chier, moi je vais devenir Kluskardien. C'est dangereux, méfiez-vous de moi la prochaine. Alors, troisième point, tu permets? Oui, excuse-moi. Ah oui, non, je voulais rebondir sur l'intentionnalité. Mais est-ce qu'on ne peut pas penser que l'intentionnalité, c'est pas propre au monde animal, alors avec différentes, différentes formes d'intentionnalité en fonction des animaux, mais que c'est bien quelque chose quand même qui apparaît subitement avec le monde animal, quoi, qui n'est pas chez les végétaux, chez les pierres, etc. Mais c'est propre au monde animal, en fait. Bon, après, c'est peut-être rudimentaire au tout début, mais il y a bien toujours une visée chez les animaux. Ils visent la nourriture, ils doivent justement se déplacer pour survivre. Donc c'est bien quelque chose qui est... j'ai l'impression que c'est quelque chose qui appartient au monde animal et qui apparaît subitement dans l'ordre de l'évolution. Mais là, par exemple, là, je vois qu'il a fait, dans la dernière partie qu'on a lue, il se pose quand même des questions, Husserl, quand même. Hein. Beaucoup. Par exemple, et qui va un peu dans le sens de ce que tu dis, par exemple, quand il dit... Il est vrai alors il parle de comment on passe de la matière à la vie, de la vie à l'esprit, etc. Donc il dit, alors, il est vrai qu'à chaque étape surgit une structure originale. Donc ça c'est Traducto qui parle, 2 points, ouvrez les guillemets, il laisse parler Husserl. Elle est considérée sans préjugés, ces unités fondées. Donc la matière, la vie, l'esprit. Si on les ramène par la phénoménologie à leur source, sont précisément fondés et d'un type nouveau. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui surgit, mais qui n'existait pas avant. L'intentionnalité, ça surgit, mais chez les végétaux, comme tu dis, il n'y en a pas. Ou chez les pierres, il n'y en a pas. Donc c'est un truc... Alors l'élément nouveau qui se constitue avec elle ne peut jamais, comme l'enseigne l'intuition des essences, se réduire à de simples sommes d'autres réalités. Ce n'est pas un amoncellement de trucs antérieurs, si tu veux, une accumulation de choses, mais c'est quelque chose d'un type nouveau qui arrive, une intentionnalité, d'autres choses. Enfin là, il parle du passage de la matière à la vie à l'esprit, mais le rapport phénoménologique de fondation implique précisément l'intelligibilité du passage du type fondant du niveau fondant au niveau fondé. C'est-à-dire que, effectivement, si tu essaies de penser
l'intentionnalité, à partir du niveau du type fondé, là tu vas pas avoir l'intelligibilité totale, si tu veux, puisqu'il faudrait que tu la comprennes à partir du niveau fondant, au niveau fondé, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'existe pas, et où elle se met à exister, par tout un jeu logique, peut-être qui explique mieux Kouska, et il te dit après, il ne s'agit pas d'une réduction du supérieur, alors ça c'est Traducto qui parle, il ne s'agit pas d'une réduction du supérieur à l'inférieur, mais d'un mouvement dialectique où les relations qui se développent à l'intérieur d'une forme donnée motivent de manière nécessaire la constitution d'une forme radicalement nouvelle. C'est l'histoire, donc, finalement, c'est ça, c'est ce qu'il redécouvre à la fin. C'est la nécessité de l'histoire. Ah oui, il y a quelque chose de nouveau qui est... Donc c'est apparu, quoi. Bref. Alors sur l'intentionnalité, peut-être deux mots quand même. J'ai noté l'apport husserlien, c'est donc le caractère actif et producteur de la conscience. La conscience est originellement constituée comme orientation vis-à-vis d'un objet. L'intentionnalité est l'acte d'être conscient d'eux. L'intentionnalité désigne le cogito en tant que structure transcendantale. Cela signifie le cogito en tant qu'il est la puissance active qui assure l'ouverture au monde et la possibilité même de la connaissance de ce monde. Selon Husserl, le moi pur est donc pure intentionnalité. Il n'est pas une substance, et encore moins un organe, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il n'est pas une substance qui s'offre à la connaissance, mais il est l'acte intentionnel, la visée de l'objet. L'objet est par conséquent d'emblée construit par le sujet, ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas hors de la conscience, mais simplement qu'il ne nous est accessible que par la conscience comme visée. Je cite Husserl dans la crise des sciences européennes, il écrit « On ne trouve, et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est pas rappelé dans le texte, on ne trouve dans la donnée immédiate de la conscience rien de ce qui, dans la psychologie traditionnelle, entre en jeu, comme si cela allait de soi, à savoir des datas de couleurs, des datas de sons, ou autres datas de sensations, des datas de sentiments, des datas de volonté, etc. Ce que j'appelais l'affectivité et la sensation tout à l'heure. Mais on trouve ce que trouvait déjà Descartes, le cogito, l'intentionnalité, dans les formes familières qui ont reçu, comme tout le réel du monde ambiant, l'empreinte de la langue. Je vois un arbre qui est vert, j'entends les bruissements de ses feuilles, je sens le parfum de ses fleurs, etc. Ou bien, je me souviens de l'époque où j'allais à l'école, je suis inquiet de la maladie de mon ami, etc. Nous trouvons là, donc dans ces jugements qu'on pourrait qualifier de vernaculaires sur le monde, ces énoncés constatifs, en fait, nous ne trouvons là que une conscience qui est conscience de quelque chose. C'est Husserl qui le dit, hein, c'est pas moi. Qui plus est, pour Husserl, la conscience est donatrice de sens. Alors ça aussi, la donation du sens, on retrouve ce concept chez Husserl. Pas à propos de la conscience. Absolument, mais on le retrouve aussi. La donation de sens. Souvent, même de manière critique, par exemple, la donation de sens selon l'antiprédicatif, mais aussi selon le signifiant, Oui. Critique de Lacan, etc. Qui plus est, la conscience est donatrice de sens en pourvoyant constamment un appel à signification. C'est-à-dire que non seulement il y a visée de l'objet, mais il y a appel au sens. L'objet, le noème, est toujours immédiatement interprété, saisi par un point de vue qui est la marque de l'activité subjective, la noèse. Point suivant, en ce qui concerne donc l'enquête husserlienne sur le fondement de la vérité.
Pour Husserl, ce qui définit la vérité, c'est le caractère de nécessité et d'universalité du jugement, l'apodicticité. La vérité scientifique est apodictique, c'est-à-dire nécessaire et valable pour tous, universelle. Mais le monde dans lequel nous vivons, le monde construit par le sujet au travers de la production intentionnelle, lui, ne repose pas sur une évidence apodictique. Nos jugements vernaculaires sur le monde ne sont pas scientifiques. Ils relèvent des savoirs naturels. Ainsi, par exemple que Wittgenstein, d'ailleurs, reprend dans, je crois que c'est dans les investigations philosophiques, l'affirmation de l'antériorité du monde sur ma présence au monde ne peut être contestée. C'est d'ailleurs ce que dit Lénine aussi dans le matérialisme empiriocriticisme. Ces espèces de fous d'impériocriticistes, ils vont finir par nous faire croire que le monde a existé le jour où nous sommes nés. Donc, l'affirmation de l'antériorité du monde sur ma présence au monde ne peut être contestée, mais ne peut non plus être prouvée. Il y a paradoxe, prouvé au sens apodictique du terme. Ce n'est pas un jugement nécessaire, non pas au sens archéologique du terme, on peut le prouver, hein, mais au sens logique, improuvable. Il y a paradoxe, et par conséquent risque de rétablir la validité de la notion de vérité seulement dans le champ étroit des sciences apodictiques, mathématiques, logiques, ce qui est l'opposé même de l'entreprise husserlienne qui veut construire une doctrine universelle et fondamentale de la vérité. Qui plus est, l'existence du cogito est de l'ordre du fait. Husserl dit, il reprend la formule cartésienne en la mettant à sa main, « Je ne puis douter que je doute, donc je suis ». D'ailleurs, il y a eu une vague dans les années du XXe siècle, peut-être encore maintenant, je ne sais pas, je ne suis pas au courant de tout, mais il y a eu une vague de relecture de Descartes par les existentialistes qui était tout à fait dans cette ligne qui consiste à dire Descartes n'a pas saisi l'intentionnalité du jugement, sinon il aurait écrit la formule de Husserl. Mais il y a chez Descartes tous les ingrédients d'une phénoménologie. Donc, ils ont tiré le cartésianisme vers la phénoménologie, ce qui leur a valu une opposition frontale et des marxistes et des rationalistes cartésiens. Ce jugement, je ne puis douter que je doute, donc je suis, il s'agit là du premier jugement non fondé, car s'il était fondé, ça veut dire qu'il y aura une fondation à ce jugement et donc qu'on pourrait remonter à cette fondation. Mais il y aurait à ce moment-là aussi une fondation de la fondation. Il y aurait régression à l'infini. Qu'est-ce qui fonde ce qui fonde ce qui est premier? Donc nous voilà face à un premier jugement absolu, apodictique, non fondé, et qui est un jugement qui vaut pour tous. Il est universel. C'est pas le jugement fondateur de la science, des sciences apodictiques, c'est le jugement fondateur de la connaissance elle-même. Ce fondement absolu, cette évidence apodictique première est commune à tout jugement, y compris au jugement naturel. Ce fait conduit à s'inscrire en faux contre la conception, somme toute, relativiste de la pensée naturelle. Tous les goûts sont dans la nature, par exemple. Le cogito n'est pas l'apanage des scientifiques, l'ego cogito est universel par sa présence chez tous les êtres pensants, et il est constitutif. Il est donc légitime de penser que l'analyse des contenus de pensée naturelle est un terrain propice à la mise en évidence des structures de la conscience pure. C'est pourquoi, en vue de s'extraire de ce paradoxe, Husserl avance la notion d'époqué. Époqué, ça se traduit par mise entre parenthèses. Ce qui est mis ici entre parenthèses, dans la méthode husserlienne, ce sont les contenus de pensée. Il s'agit de retrouver la pureté de la visée intentionnelle et donc aussi son universalité. Les médiations cartésiennes définissent l'époqué comme la méthode universelle et radicale par laquelle je me saisis, alors là je cite, la méthode universelle et radicale
par laquelle je me saisis comme moi pur, avec la vie de conscience pure qui m'est propre, vie dans et par laquelle le monde objectif tout entier existe pour moi, tel justement qu'il existe pour moi. L'époqué, ou synonyme réduction phénoménologique, va alors consister à dégager de cette démarche analytique faisant abstraction même des contenus de pensée, ce que Husserl appelle des essences universelles à partir de l'expérience commune de la conscience. La véritable connaissance est donc la connaissance des essences, c'est-à-dire de ce qui demeure invariant dans la diversité des points de vue résultant de l'activité du cogito, c'est-à-dire résultant de l'intentionnalité, et c'est-à-dire de la conscience orientée par l'intentionnalité. Donc, ce que nous dit Trambleton, c'est que, donc ça, si vous voulez, une fois qu'on est arrivé là, je ne développerai pas la notion d'essence chez Husserl, c'est extrêmement compliqué. Il faudrait prendre du temps pour le faire, mais disons que voilà, ce qu'il faut retenir, c'est la notion d'invariant. Et ce que nous dit Trambleton finalement, c'est que cette analyse en termes d'essence aboutit, elle, à une aporie. C'est-à-dire que quand on fait le travail, d'où ces recherches sur les inédits de Husserl, quand Husserl cherche à donner un débouché concret à ce concept d'essence, il se heurte à une difficulté. Cette difficulté, c'est que ces essences ne sont pas essentielles. Elles ne sont pas invariantes. Elles varient. Elles varient avec l'histoire de l'humaine, avec, et Trambleton nous dira, avec notamment l'importance des rapports sociaux et du travail. Et donc il n'y a pas de structure absolue de l'intentionnalité ou du cogito, mais le cogito lui-même est historique. Trambleton note tout d'abord que la philosophie husserlienne de la conscience s'est attachée à mettre en évidence la perception antéprédicative, non seulement comme antécédent de fait, mais comme condition de vérité. Je le cite, c'est dans le texte, la réalité sensible ainsi perçue est la couche originelle sur laquelle se constituent les valeurs et les fins, et par là même toutes les formations culturelles de l'esprit objectif. À ce stade, la pensée husserlienne semble appelée à un platonisme renouvelé. S'il y a des essences invariantes, on n'est pas sur une conception platonicienne du réalisme de l'idée, il n'y a pas d'objectivité des invariants, mais il y a invariance, et quelque part, une lecture via la philosophie apérénise, via la philosophie de l'éternité, en quelque sorte, des essences, des invariants qui structurent l'accès au monde, et là, on est vraiment dans l'antéprédicatif, dans sa pureté absolue. Mais Husserl n'emprunte pas ce chemin. En effet, dans les évolutions de son œuvre, qui sont évoquées ici brièvement, il doit progressivement admettre que ces structures invariantes elles-mêmes ont une genèse, y compris lorsqu'elles interviennent dans le champ des sciences apodictiques. Tous ces travaux sur l'histoire de la logique, l'histoire des mathématiques, etc. Elles sont elles-mêmes temporelles, historiques, et l'époquée ne peut se résoudre en une science des essences immuables, en refoulant leur dimension génétique et historique. Sa doctrine phénoménologique, sa méthode phénoménologique, pour lui donner cette dimension génétique, et il échoue. Ce qui veut dire que l'intentionnalité elle-même a une histoire, qu'elle est elle-même historique, et donc qu'elle n'a plus ou pas le caractère d'absolu qui lui est initialement prêté dans le travail de Husserl.
je cite, à moins de retomber dans les contradictions, je cite le traducteur, à moins de retomber dans les contradictions du relativisme sceptique, il fallait apparemment interpréter l'historicité de l'ego comme actualité de l'éternel, et la notion d'une genèse constituante ne semblait pouvoir s'accepter que sous l'égide d'une essence, elle-même intemporelle, de la temporalité. Mais, évidemment, cette essence intemporelle de la temporalité, c'est de l'ordre de la contradiction. Le monde primordial qui est visé par l'époquée est inséparable du devenir et du temps. C'est ce à quoi aboutit Husserl. Les descriptions, je cite, les descriptions du monde primordial s'attendent avec une complaisance si visible sur les coordinations sensorimotrices élémentaires, non pardon, je cite traducteur, qu'il ne peut faire aucun doute que le sujet transcendantal thématisé par la phénoménologie ne doit s'identifier en toute rigueur avec l'homme en chair et en os, se développant dans le monde réel. Et c'est précisément ce à quoi aboutit Husserl. Les descriptions du monde primordial s'étendent avec une complaisance si visible sur les coordinations. Non, pardon, j'ai noté deux fois la même phrase. Je citais bien Husserl. Donc, à partir de là, c'est la possibilité même de dégager le moi pur, pérenne, absolu, qui s'effondre. Dès lors, la constitution transcendantale, c'est une formule husserlienne, ne fait que reprendre, c'est là par contre je cite traducteur, ne fait que reprendre sur le plan abstrait, je souligne le mot abstrait, le devenir réel de la matière à la vie et de la vie à l'esprit, entendu comme existence sociale. C'est la page 10. La phénoménologie husserlienne est un idéalisme rationaliste. Et traducteur de conclure, dès lors l'idéalisme phénoménologique se trouve dépassé par la pratique de l'analyse vécue, c'est-à-dire finalement dépassé par elle-même. La genèse du monde, dans la conscience absolue, se confond avec le devenir effectif de l'histoire réelle, et la doctrine de l'ego transcendantal n'apparaît plus que comme une clause de style, je souligne une clause de style, qui cache sous le vocabulaire philosophique la valeur créatrice du travail humain. La fin de l'œuvre de Husserl est marquée par l'intuition de cette aporie, intuition que ses présupposés philosophiques et son appartenance de classe ne permet pas de mettre à jour, c'est ce qui nous sera expliqué dans la suite du texte. Je cite Tao, l'horizon même de la phénoménologie détourne le regard du phénoménologue, et que le phénoménologue se leurre lui-même, détourne le regard du phénoménologue des données réelles qui définissent pourtant le contenu véritable de sa réflexion. Donc voilà ce que je crois les bases de la critique de traducteur. Tout à fait. Alors peut-être là où tu parlais de donation de sens, si on voulait un peu nouer un peu de manière un peu synthétique tout ça, je pense que là clairement ça serait ce que Puskar appelle donation de sens selon l'antéprédicatif, hein, chez Husserl, comme chez Heidegger, et que, au contraire, ce que va développer après Traducto comme Puskar, c'est une donation de sens selon le procès de production, selon la praxis. Donc ça, c'est vraiment, à mon avis, le nœud du truc, quoi, et auquel Husserl étant donné, bon, c'est peut-être ses a priori, mais l'horizon même de la phénoménologie détourne le regard du phénoménologue des données réelles qui définissent pourtant le contenu véritable de sa réflexion. Alors après, il va développer là-dessus. Une autre chose, c'est que moi je me demande, parce que finalement, alors ça c'est ce que Puskar appelle l'aveu d'impuissance finalement de Husserl. À la fin, voilà, il est bloqué. Mais néanmoins, ce que dit Puskar, à mon sens, ce que je pense comprendre de ce qu'il appelle la déroute du cogito, donc cogito cartésien, donc qui est dans un premier temps conquérant, et puis qui se fait en quelque sorte faucher par Kant, qui montre que les catégories du cogito sont des a priori. Donc finalement, est-ce que
Husserl, finalement, il montre que ces catégories sont des a priori, et il botte en touche en quelque sorte, en disant que, comme tu disais, que la chose en soi n'est pas connaissable, il y a noumène et phénomène, etc. Mais c'est pas satisfaisant, quoi. Bon, on peut pas se satisfaire de ça, et finalement, bon, Hegel et Marx en feront de leur côté, mais Husserl, quand tu dis qu'il cherche les fondements absolus de la vérité, c'est à cette réunification finalement qu'il veut tendre, quoi. Donc il se reprend là d'où était parti Descartes finalement, et stoppé par Kant, mais au lieu d'aller de revenir, disons, de faire table rase, il fait une table rase, mais encore plus conséquente que Descartes, hein, à savoir avec les Poquet, donc il met vraiment les choses, enfin ce qui arrive, la chose, la perception, enfin pas la perception, la réception du monde objectif, quoi, hein, par la conscience. Donc il essaye par cette voie-là finalement de dépasser de trouver, comme tu dis, des fondements absolus de la vérité par là où finalement Descartes avait échoué, quoi. Mais lui-même échoue, parce que parce que finalement il est toujours en gros dans une forme de transcendance, quoi, et parce que étant donné sa position peut-être de classe, hein, il refuse comme il dira après, hein, donc j'aime bien cette phrase là, qui dit ça, parce que comme les classes dirigeantes répugnent à voir dans le travail qu'elles exploitent, tu vois le truc, les significations, voilà, les significations auxquelles elles prétendent. C'est-à-dire que la classe refuse de voir dans les domaines naturels, dans le travail, quoi, finalement, qu'elles exploitent, cacher ce travail que je ne saurais voir, et les données, les significations auxquelles pourtant elles prétendent, parce qu'elles prétendent signifier les choses, mais si Husserl resta encore dans la tradition du rationalisme idéaliste, marquant la floraison tardive de la bourgeoisie allemande et ses ultimes velléités progressistes, son évolution n'en témoignait pas moins d'une inquiétude croissante sur le fondement réel des significations visées dans la conscience. C'est pas ce passage-là. Non, c'est un autre. Sa position de classe ne permettait pas à Husserl de remonter aux rapports sociaux de production qui définissent le contenu réel de la vie sensible et la constitution transcendantale réduite à chercher son fondement ultime dans le pur donné sensoriel aboutissait paradoxalement à un scepticisme complet. Ouais. Donc c'est un élément fort clos pour lui, il ne le voit pas. Donc il passe, il est toujours effectivement, il cherche à prolonger finalement, à l'extrême finalement, là où Descartes s'est arrêté, mais finalement, comme Traducto le constate, voyant l'ensemble de l'œuvre et des inédits, il constate que c'est un échec, quoi. C'est la déroute finale du cogito, et pour avoir la solution, il faut repasser par Hegel et Marx. Ce qui apparaît comme des fondements idéaux et éternels, en fait, ne sont finalement que stables, une stabilité plus comment dire, c'est une illusion d'optique, d'une certaine façon, sur laquelle il construit sa phénoménologie, ses essences fondamentales. Mais en fait, elles sont pas... Elles sont historiques.
Elles sont historiques, voilà. Donc du coup, peut-être que c'est par leur stabilité apparente qu'elles semblent... Elles sont temporelles. C'est-à-dire Elles sont temporelles, mais elles sont temporelles d'abord et historiques quand on entre dans l'histoire. oui, mais donc du coup, parce qu'elles ont peut-être je sais pas, une vitesse, mais donc elles sont peut-être pas perceptibles comme mouvantes, hein. Elles finissent par se révéler mouvantes après avoir exploré le mouvement de l'histoire, peut-être. L'histoire humaine. Elles ne sont pas. C'est-à-dire que ces essences absolues ne sont pas absolues, donc pas des essences. Donc oui, elles ne sont pas des essences du coup. Est-ce que ce qu'on a cherché à identifier un objet, donc cet objet-là de la connaissance là, qui est exploré, avant qu'il se révèle comme illusoire, en fait, est-ce qu'il n'était pas simplement, il n'était pas que stable, et peut-être un fondement même, peut-être pour un cadre même d'une pensée bourgeoise aussi, peut-être, Je vois ce que tu veux dire. Tu vois, et est-ce que justement il n'y aurait pas quelque chose qui serait de l'ordre de fondamentaux stables, provisoirement stables et correspondant voilà, à un moment. Et c'est ça, et voilà. Et donc, du coup, est-ce que cette stabilité-là, cette illusion sur laquelle il a construit son concept, est-ce que ça ne pourrait pas nous aider à identifier ce qui assurait un cadre intuitif, je ne sais pas, à la bourgeoisie, d'avoir raison, d'être un sujet épanoui, etc. Oui. Mais il t'en parle, je crois, là, donc dans la page 9, là, quand il dit il fallait apparemment interpréter l'historicité de l'ego comme actualité de l'éternel. C'est ça. L'ego et l'éternel, voilà, c'est une donnée transcendantale. Et la notion d'une genèse constituante. Alors, oui, c'est ça, c'est la genèse, ne semblait pouvoir s'accepter que sous l'égide d'une essence. C'est-à-dire, mais cette essence, qu'est-ce que c'est? Alors, il te dit après, elle-même intemporelle, c'est-à-dire qu'elle vient du part, de la temporalité. Et donc, c'est un peu ça. De toute façon, la critique après qu'il va faire, j'ai retrouvé le passage, là, il te le dit aussi, là. Il te dit, traducteur, un peu plus loin, donc la forme de l'oppression, c'est-à-dire, voilà, la bourgeoisie, est la clé du mystère de la transcendance. C'est-à-dire que la transcendance, en fait, effectivement, c'est l'oppression. Et la haine du naturalisme, quand il dit haine du naturalisme, ça veut dire haine de l'explication naturelle des choses, finalement, ne fait que traduire la répugnance naturelle des classes dirigeantes, dont les philosophes, malgré tout, font au moins partiellement partie, ne fait que traduire la répugnance naturelle des philosophes, des classes dirigeantes, à reconnaître dans le travail qu'elles exploitent, donc dans le travail, ça c'est le naturalisme, qu'elles exploitent la source véritable des significations. Elles sont dans le travail, mais eux, auxquelles elles prétendent. Elles prétendent qu'eux, elles ne sont pas dans le travail. Elles sont dans l'ego transcendantal, dans tout ce que tu veux, mais voilà. Donc, Husserl, d'après Traducteur, n'est pas capable de faire le basculement, et il n'est pas... voilà, mais il va jusqu'au bout de cette... il prolonge l'épopée cartésienne, jusqu'au bout, mais il se heurte à un aveu d'un
puissance, parce qu'effectivement, il a oublié le travail. Il a oublié, et la donation de sens qu'il fait, c'est pas par rapport à la procès de production, c'est par rapport à l'antiqualitatif. Alors, est-ce que, donc, dans le développement du bouquin, est-ce que c'est ce qu'il amène donc, dans le bouquin, c'est-à-dire qu'il arrive à remplacer l'objectif de Husserl par... Je te dis au début que ce qu'il va faire, c'est qu'il va dans un premier temps il expose, si tu veux, la doctrine de Husserl, et à la fin de la première partie, il montre en quoi il arrive à des apories par rapport aux inédits qui traitent de la concrétisation de la théorie de Husserl. Là, pour l'instant, je ne vois pas en quoi le travail va destituer le caractère essentiel. C'est plutôt l'histoire, pour l'instant, qui me semble le destituer. Mais bon, L'histoire, c'est l'histoire de la production. C'est aussi l'histoire de la production, mais c'est aussi la production d'idées aussi, quoi, par exemple. Oui, bien sûr. Le travail humain, il ne faut pas le concevoir uniquement sous la forme de production de bicyclettes ou de c'est le faire. Mais c'est ça, oui. Là, il est... Oui, du coup, en période d'une crise scientifique, où on a besoin enfin, ce qui apparaît, c'est un autre cadre. C'est une autre pensée scientifique. De toute façon, on n'est plus... Lui, il voit une crise, quoi. Husserl, d'un certain point de vue, il est rationnel et assez intègre, finalement, pour essayer de surmonter la crise qu'il voit, effectivement, dans la philosophie, dans les sciences, du point de vue qu'il y a la possibilité de constituer les fondements absolus de la vérité. Donc il va essayer de le faire en continuant, en prolongeant Descartes, jusque dans les confins les plus extrêmes, les poquets, donc face au monde objectif, voilà, il ne reste plus que ça. Descartes, il avait fait table rase, il a dit que voilà, restait le moi, lui il va encore plus loin, il évoque un moi hyper light. Et donc, apparemment, donc d'après Train-Buteau, qui est la totalité des inédits, etc., c'est en contradiction avec les résultats concrets. D'où la nécessité pour Train-Buteau de rejeter la phénoménologie en bloc. Tout. Et alors, bon, sur ce cadre donc, de l'aspect scientifique de l'époque, qui bouge, donc ce cadre qui bouge, je sais pas, moi, récemment j'ai lu la nouvelle pensée scientifique de Bachelard. À cette époque-là, donc il y a une sorte d'épistémologie qu'il déploie pour pouvoir accepter ce cadre, une sorte de nouveau cadre, du coup temporel évidemment, qu'il reconnaît comme temporel, du coup, qui permet de recevoir un ensemble d'explorations nouvelles qui servent bien la production sur le rationalisme, parce que du coup là c'est un rationalisme qui essaie de se rattacher à Kant, si je comprends bien, chez Husserl. Oui. Alors, donc les autres pensées rationnelles, ceux les scientistes, c'est antérieur, c'est ça, donc justement c'est des scientistes. Je me repère mal peut-être là. Les scientistes, c'est pas un courant philosophique, les scientistes. Ah non, c'est un courant politique, mais pas philosophique. Non, tu veux parler des rationalistes, des différentes
forme de rationalisme. Oui, c'est ça, c'est ce que, comment... Tu évoques Bachelard, par exemple. Bachelard est à milieu de Husserl. Oui, c'est ça, oui, oui. Bachelard, il développe une épistémologie opératoire. Oui. Ce qui d'ailleurs le place dans une visée rationaliste qui souvent est, à mon avis, souvent proche et dialogante avec le marxisme. Le marxisme n'a pas compris, enfin les marxistes ont rarement compris Bachelard. Parce qu'en fait, Bachelard, sans le formaliser et sans en faire le cœur de son projet philosophique, n'a de cesse d'essayer de rendre compte de la praxis scientifique. C'est ça, oui. Tu vois, voilà comment ça se passe. Voilà comment sont produits les concepts. Voilà. Qu'est-ce qu'une théorie? Qu'est-ce qu'un instrument scientifique? C'est la traduction dans un objet heuristique, à vocation heuristique, d'une conception, d'une théorie. Qu'est-ce qu'une théorie? Enfin, tu vois, il y a toutes ces comment dire, cette vision que je qualifie d'un peu d'opératoire, elle nous parle de la praxis scientifique. Alors, tu ne trouveras jamais chez Bachelard un parallélisme entre le cogito cartésien et la lutte des classes. Il n'y a pas ça, c'est clair. Mais il nous parle de la praxis. Tu parles, hein. Bien ou mal, c'est autre chose. Il y a des choses qui sont discutables chez Bachelard, qui sont discutées d'ailleurs. Hein. Notion de rupture épistémologique fait l'objet de beaucoup de débats dans les années 70. Mais voilà, donc ça c'est un rationalisme. Mais il y a aussi le rationalisme des positivistes anglo-saxons qui partent de l'idée que c'est dans l'épuration du langage, en quelque sorte, et dans la recherche des critères de la juste formulation que l'on trouve l'essence de la vérité scientifique, ou de la vérité. Hein? Wittgenstein dit ce que l'on ne peut dire, il faut le taire. Donc là, il y a besoin d'un énorme nettoyage au Karcher de la philosophie pour que tout ce qui ne repose pas sur un exposé univoque et non équivoque de ce qu'il appelle, comment il appelle ça, c'est pas un jugement, un objet, n'est pas scientifique, tu vois, n'est pas vrai. Donc il y a une foule de rationalisme. Il y a aussi un rationalisme français à l'époque, hein. Je pense à Brunswick par exemple, qui est c'est encore autre chose, c'est la tradition cartésienne sublimée au XXe siècle. Tu as aussi des rationalismes qui sont comment dire, dans la zone d'attraction des physiciens. Je pense à Poincaré par exemple, toutes les théories du constructivisme, avec dans le rationalisme deux grandes tendances. Une tendance à défendre l'idée d'une vérité en quelque sorte l'idée de vérité, et aussi le rationalisme qui défend l'idée d'une vérité qui est toujours vérité dans un système de vérité. C'est-à-dire qu'il y a un relativisme de la vérité qui n'empêche pas moins à la vérité d'être vérité. Il y a plein de variantes comme ça.